Eh ben bonjour à tous, nous voici sur Megaforce Magazine en compagnie de Cyril 2.0. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Alors, comment vas-tu? Ça va bien. Bah, on est à la Pixel, ça peut que aller. Et donc, tu as été faire un tour, qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien, toujours, et je suis toujours en quête d'un petit jeu PS1. Après, des fois, il y a des choix qui sont difficiles à faire. Il y a des prix qui sont forcément un peu élevés. Quand on arrive, il en manque plus que 19 pour finir le full set, c'est pas les plus simples. C'est pas les plus chers, hein, comme pourraient croire certains. Mais j'en ai pas trouvé tant que ça. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, on ne sait jamais, qui es-tu? Cyril 2.0, je tente de réunir tous les jeux qui sont sortis en PAL. Ah, le PAL, c'est mal, voilà. Pour ceux qui aiment le 60 Hz ou le 50 Hz, ça dépend. Non, j'essaye de réunir tous les jeux qui sont sortis sur PS1. Donc en PAL, FR si le jeu existe en français. Et puis ça fait 1411 sur PS1. Voilà. Il en manque plus que 19. Et est-ce que ça t'a jamais intéressé, on ne sait jamais, d'avoir des jeux PlayStation 1 japonais mais qui n'est pas sorti justement en Europe? Mais j'en ai quelques-uns des jeux comme ça. Tobal 2, non? Tobal 2, t'as la licence Chorokyu qui par exemple chez nous t'as Penny Racers, si je dis pas de bêtises hein, normalement. Penny Racers on en a eu qu'un, mais au Japon il y a eu Chorokyu 1, 2, 3. Il y en a, je sais pas s'il y en a un autre entre deux, il y a des bateaux, il y a des avions, enfin voilà, donc tout cela j'en ai récupéré quelques-uns. Il y a des jeux de pêche qu'on n'a pas chez nous, mais bon ça après pour certains diront c'est pas trop grave. Des jeux de poney, etc. Ouais, voilà, mais t'as des trucs complètement barrés qui nous, c'est pas trop notre culture, donc ça va pas trop nous parler. Mais non, j'ai évidemment quelques jeux US et quelques jeux Jap, mais si je me suis fait plaisir quand même, bien sûr. Et donc il te manque combien de jeux maintenant? 19, il en manque plus que 19. Il y en a encore un qui est arrivé là cette semaine, donc peut-être que demain il en manquera plus que 18. Il y en a un que j'ai vu ici, mais est-ce qu'il sera encore là demain? Parce que j'en ai vu ce matin, puis finalement j'ai acheté autre chose et bon voilà. Donc mais 19. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu as 0? Y jouer, il faut y jouer bien sûr. Après, alors j'ai pas envie de dire qu'on est jamais à 0, mais bon, de toute façon il y en a un où je pourrais pas. C'est le Cindy Fashion World, il est beaucoup trop cher. C'est délirant, enfin le prix est complètement con. Pour moi ce que je dis c'est le prix d'un voyage au Japon où tu dis, il y a un moment, faut... Voilà. Donc c'est un jeu qui coûtait 20 balles il y a quelques années. Et alors je ferai pas l'impasse sur tous les jeux. Il y avait le Symphony of the Night Collector que je voulais, je l'ai. Donc je pourrais m'arrêter maintenant, ce serait très bien. Mais il y a celui-ci, je l'aurai jamais et c'est pas grave. Et je le veux, limite je le veux pas. Pour le prix, je trouve ça débile. Donc en soi, c'est rigolo faire un full set tant que les jeux sont à des prix corrects. Après, quand ça dépasse l'entendement, faut me... Et qui sait, peut-être un jour? Ouais, mais voilà. Comme il y en a qui disent, tu le trouveras peut-être en brocante. Ouais, bien sûr. Voilà. Ce sera mal entendu, comme on dit. Donc non. Après, on va dire, déjà, ce sera pas tout de suite parce que le temps d'acquérir les derniers jeux. Et plus on avance dans le temps, plus les prix montent. Donc, et au-delà de ça, il y a même quelques jeux qui sont rares et qu'on trouve pas. Alors, il y en a un qui est dans ce cas-là, qui était là aujourd'hui, là, à la Pixel, mais il n'y avait pas la notice. Alors tu fais, voilà. Et pour trouver les boîtes, parce que c'est vrai que c'est des boîtes spécifiques, c'est pas trop compliqué, non? J'ai fait un peu de stock avant que ce soit compliqué. Avant, tu avais des jeux, les jeux ça coûtait 1 €. Ouais. Tu voyais une boîte en bon état, un jeu de foot, un truc, voilà. Tu dis, tiens, tu en prends quelques-uns. Mais donc j'ai un tout petit peu de stock, j'en ai pas des milliers des cents. Mais puis j'ai fait au fur et à mesure. Donc la plupart des boîtes que j'ai dans la collection sont en bon état, on va dire. Voilà. Je cherche pas du mint, voilà. Et justement, pourquoi tu t'es lancé dans cet univers PlayStation 1? Parce qu'à l'époque, la 32 bits, il y avait énormément. Il y avait la 3DO, Amiga CD32, Saturn. Pourquoi spécifiquement la PlayStation? Tu veux dire en 95 quand elle est sortie? Par exemple. Parce que, alors, pourquoi tu as eu cette console-là en particulier, je veux dire? J'ai eu la NES et la Super NES. Et chez Nintendo, il n'y avait pas de 32 bits qui arrivait. Alors la première à avoir montré ses caractéristiques, qui défonçait tout, c'était la Saturn. Tu vois la Saturn, tu fais « je veux une Saturn !» Tu vois le prix, tu fais « putain, dur quoi !» Tu fais « la vache, il va falloir que je me saigne !» Et puis il y a Sony qui débarque, il t'annonce un prix délirant, complètement, parce qu'ils voulaient conquérir le monde. Donc ils y sont allés, mais pas avec le dos de la cuillère. Et je fais merde, c'est une 32 bits, c'est les mêmes. Et je me dis, chez Sony, elles sont vachement moins chères. Je fais chez Sega, ils nous prennent pour des Américains ou... Donc ça m'a freiné. Puis je me dis, j'ai vraiment passé 2 mois, juillet-août, avec un guide qui comparait, c'est des consoles je crois, où il comparait les deux 32 bits. Et
pour moi, techniquement, j'en arrivais à la conclusion que c'était les mêmes. C'était deux 32 bits qui étaient capables de faire de la 3D à l'époque, t'en prenais plein la tronche, quoi. Et je me dis, pour le prix, j'ai préféré acheter la PS1 avec des jeux que je connaissais peut-être pas. Parce que j'aime bien remettre l'église au milieu du village. Sega, merde, c'était les bornes d'arcade à l'époque. Ils avaient tout un tas de licences qui étaient ultra fortes. Donc tu te lances sur une machine qui est Sonic et les licences, tu as Battle Arena Toshinden, ça sort d'où ce truc-là? Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et petit à petit, voilà. Je me suis pris au jeu parce que une fois que j'avais une console, ça me venait pas à l'idée d'en acheter une autre. Donc je suis resté sur la même machine. Et 20 ans après, quand j'ai ressorti ma console avec les jeux, ça m'a donné envie de découvrir des jeux que je n'avais jamais eu à l'époque. Pas des jeux que j'avais eu, des jeux que j'avais pas eu. Et c'est parti un peu de là-dessus. Et tu te dis, tiens, j'en trouve un, deux, trois. Et puis au bout d'un moment, on te pose la question, on te dit, mais Cyril, tu fais un full set? Tu te retournes, tu as 1000 jeux derrière toi, tu fais, non, j'en sais rien, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. C'est la blague. Mais après, tu te prends aussi au jeu. C'est une espèce de chasse au trésor. Tu te dis, quand tu as dépassé les 1000, 1200, tu fais, vas-y, on va pas s'arrêter là, quoi. Mais puis c'est passionnant parce que ça m'a amené à rencontrer à la fois des gens que j'aurais jamais pu rencontrer sans faire ce full set, sans en parler. Alors au départ, tu es un peu en te disant bon, moi j'aime bien, je récupère les jeux, mais on doit pas être nombreux à faire ça. Enfin, je me dis, c'est pas que tu en as un peu honte, mais tu te dis bon, la PS1, ça m'intéresse pas tant. Alors maintenant, ça a pris un peu de l'ampleur. Mais je me dis, au moment où j'y ai commencé, ça fait 9 ans. Tu gardais ça un peu pour toi. Puis tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui font ça. Et d'autres sur d'autres consoles. Donc c'est cool parce que tu as des échanges qui se font. Oui, tiens, il y a eu ce jeu-là, il a été fait par telle équipe, etc. Tu vas au-delà de simplement collectionner des jeux sur étagère. Enfin, tu vois. Parce que les jeux, moi, je les veux pas blister, c'est pour y jouer. Quand tu commences à rencontrer des anciens développeurs, tu fais oh putain, là, voilà. Des gens sur des magazines, des choses comme ça. Tu vois, tout ce qui tourne autour, tu te dis, c'est pas juste le jeu. Donc, et ça, je kiffe à fond, quoi. Voilà. Et parce qu'à cette époque, c'est vrai qu'il y avait, comme j'avais dit, il y avait énormément de consoles qui sont sorties à un même moment. Tu as Nintendo 64, la Jaguar, l'Amiga CD32, la 3DO, tout ça. Même la PCFX, qu'est-ce que tu as pensé du genre? Parce que chacun avait une vision différente justement de la console, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que le PCFX, je crois que c'était des dessins animés interactifs, tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de chaque vision qu'a fait chaque constructeur, on va dire? C'est assez particulier, c'est-à-dire que moi, j'avais pas accès à de l'import. Donc une PCFX, j'ai découvert ça il y a à peine 4 ou 5 ans peut-être, ou alors je l'avais peut-être vu dans un magazine sans savoir ce que c'était. Mais tu as beaucoup de consoles que j'ai pas connues. La PC Engine par exemple, inconnue. Inconnue jusqu'à... on voyait bien des trucs, mais tu dis ouais, c'est un truc chez un importateur, tu sais pas trop, c'est pas distribué officiellement. Sony te dit, Sega, Sony, tu vois, c'était officiel, c'était le lancement, le truc chez nous en France. Et acheter un truc qui vient de l'étranger, t'es pas sûr que ça fonctionne. C'est du 110, c'était un peu le bordel. Donc quand t'es gamin, tes parents, ça les rassure pas forcément. Il faut un truc, un ticket de caisse, ça marche pas, tu le ramènes au magasin, tu peux l'échanger. Donc tout ça fait que, à part Nintendo, Sega, Sony, les autres, j'en ai quasiment jamais entendu parler. À l'époque, quand j'étais gamin, je veux dire, parce que je me documentais pas dans les magazines. Et donc tu prends ce qui vient. Donc c'est vraiment tout ce qui est grand public. Et toutes ces consoles un peu, pas de niche, parce que un NEC PC Engine, elle a bien cartonné au Japon, si je dis pas de bêtises. Aux États-Unis, elle s'est plantée, je crois, et c'est pour ça qu'on l'a pas eu officiellement chez nous. Donc tu vois, c'est des trucs où, moi, c'est un regard plus aujourd'hui. La Neo Geo, je vais pas parler de la Neo Geo, je la voyais juste dans les magazines, quoi. Tu voyais le prix, tu fais, putain. Genre la console, c'était, j'ai presque dire, le salaire de mon père. Enfin, tu vois, tu dis, mais, voilà. Et tu dis non, il y a des consoles, je les ai jamais vues en vrai. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, tu les vois en convention. Tu dis au gars, mais t'as pas peur là qu'il y ait quelqu'un qui l'embarque parce qu'aujourd'hui, la console, elle vaut encore cher. Donc non, le regard que j'ai là-dessus, c'est admiratif de ceux qui ont eu peut-être l'audace de les avoir à l'époque ou de se lancer là-dessus. Une bécane que tu connais pas et tu sais pas trop ce qu'il va y avoir, c'est un peu la surprise. Et donc le plaisir de les découvrir aujourd'hui avec d'autres passionnés. Et toi, si tu devais avoir la PlayStation, qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher, on va dire, la première, par rapport à la concurrence? Rien, elle est parfaite. Reprocher à la console. C'est chaud. Par rapport à la concurrence, c'est chaud parce qu'ils ont quand même vraiment mis la barre très haut.
Là, tu me poses une colle. Fiabilité peut-être. Oui, c'est ce qui a fait un peu son défaut, mais même la mienne, la première, j'y jouais, elle était retournée, je continuais à m'en servir. Mais oui, c'est sûr que ça fait un peu tâche. Mais le prix était peut-être là pour ça aussi, c'est-à-dire que d'autres consoles, on avait peut-être des lecteurs CD plus fiables, mais le prix était peut-être en conséquence aussi, je sais pas. Tu vois, ils ont peut-être rogné un petit peu sur ce truc-là, j'en sais rien. Mais même ça, même s'il était un peu défectueux, on avait quand même un lecteur CD, vitesse 2 fois. Aujourd'hui, on va se dire, de quoi il parle 2 fois? Oui, la Neo Geo CD, c'était un lecteur CD une fois. Alors, la CD-Z, après, je crois que c'était un 2 fois, ou je sais plus. Il y a un truc, ou je sais plus. Il y a quelque chose, mais tu dis, les premières consoles avec lecteur CD, c'était des vitesses lentes. Et là, c'était un cran au-dessus, je sais pas. Lui reprocher un truc... non, je sais pas, je saurais pas dire. Non, je sais pas. Bon, après, voilà, c'est tout, c'est une question. Mais quand tu vois par exemple des jeux comme, qui sont sortis sur multi-support, comme Toshiden, Destruction Derby, Wipeout ou même Resident Evil, tu trouves qu'il y a vraiment une différence entre les deux, ou finalement, ou plus vers la 3D, qu'il y a une amélioration sur PlayStation et la 2D pour la Saturn Alors, moi, j'y ai pas joué à l'époque, j'ai pas vraiment eu la comparaison à l'époque. C'était juste par photo interposée dans des magazines. Et quand je voyais, je sais pas, dans les magazines, ils disaient, bah, ça c'est la photo du jeu sur Saturn, Tomb Raider par exemple, sur Saturn, et Tomb Raider sur PS1. Ils disaient, oui, il est mieux sur PS1. Moi, je regarde, franchement, sans déconner, je regardais les photos, je vois aucune différence, c'est les mêmes. Alors après, en y jouant, les trucs où tu avais un peu de transparence, tu fais, ah oui, effectivement, il y a une petite différence. Pour moi, le jeu, il était là. Je suis pas sûr que des joueurs qui ont eu Resident Evil sur Saturn, Discworld, je sais pas, Destruction Derby, je suis pas sûr qu'il soit à se dire il est moins bien sur ma console là, ou même le Wipeout. Et j'ai même un petit doute. Alors je sais pas, j'ai l'impression d'aller un circuit plus loin sur Wipeout sur Saturn que sur PS1. Donc il y a peut-être un truc qui fait qu'il est plus dur sur PS1, j'en sais rien. Tu vois. Mais non, franchement, faut vraiment être au pixel machin. C'est déjà une prouesse d'avoir ces jeux-là sur des consoles comme ça. Tu as la planète des singes. Le jeu, il est tout moche, il existe sur PC. Visuellement, bah, ça n'a rien à voir. Mais tu dis d'arriver à faire rentrer certains jeux sur les consoles comme ça, les consoles 32 bits qui sont limitées en mémoire, etc. Bah, déjà, c'est un exploit. Et je me dis non, voilà. Entre les deux, non, je vois pas de... Et parce que tu mentionnes tout à l'heure tout ce qui est physique, qu'est-ce que tu penses de la polémique du moment avec Ubisoft qui est dans le dématérialisé, que on n'est pas propriétaire des jeux? Qu'est-ce que tu penses de ça justement? Ah, c'est compliqué. Bah, c'est pas que c'est compliqué, c'est chiant. Mais on le sait depuis des années que le démat, ça nous fait chier. Mais je sais pas trop. Je pense que si on se place en tant que purement éditeur, tu te dis ouais, mais les gens ils achètent les jeux, ils peuvent les revendre, ils se font de l'argent avec, ou pendant leur jeu perdent de la valeur dans le temps. Et en fait, ils vont se dire bah, si notre jeu perd de la valeur dans le temps, c'est de la faute du marché de l'occasion. Supprimons le marché de l'occasion. Comment supprimer le marché de l'occasion? On ne sort plus les jeux qu'en démat. On oblige les gens à n'être qu'en démat. Mais tu avais un peu ce côté, pas problématique, mais à l'époque de la Famicom, où il me semble que tu avais des studios qui se rendaient compte que leur jeu, je ne sais plus, est-ce que c'est du Konami, ou leur jeu se retrouvait rapidement dans les bacs d'occasion. Donc ils se sont dit, ok, il y a un problème, il faut que nos jeux soient un petit peu plus difficiles. Tu vois, il y avait une espèce de prise de conscience. Donc je pense que le côté où le marché de l'occasion, pour certains trucs, ça peut peut-être les déranger, est-ce que l'aspect spéculation, ça les titille de se dire, attends, il y a des gens qui sont de l'argent sur nos jeux, cet argent, on pourrait peut-être se le faire nous. Donc supprimons, ce marché de l'occasion est peut-être un problème, de la spéculation et tout, supprimons ça, je sais pas. Ça fait très complotiste, hein, tu vois, mais je pense pas qu'il y ait ça. Mais moi, j'ai toujours du mal à me dire, attendez, on nous dit aujourd'hui que c'est compliqué de faire un jeu en français, en anglais, en allemand, en italien. Et tu dis, attends, sur PS1, les mecs qui sortaient, enfin les chevaliers de Baphomet, tu vois, les notices, on dit, ah, t'as vu la notice, c'est un pavé. Ben oui, parce que le jeu sortait dans plusieurs pays. Attendez, c'était possible dans les années 90, c'est plus possible aujourd'hui. Vous déconnez ou quoi? On a plus de moyens aujourd'hui quand même. Donc voilà. Après, c'est le monde impitoyable du jeu vidéo. Ça reste un business, c'est une industrie. Et je pense que... Alors, on n'a pas
trop notre mot à dire. On a notre mot à dire, oui. Mais je veux dire, tu prends, c'est Palworld, non, Palworld, le jeu style un peu Pokémon. Alors, je ne suis pas du tout le public et tout, mais ils ont eu 8 millions de gens qui se sont connectés. Les gens qui sont allés jouer là-dessus, ils se sont pas emmerdés à savoir « Ah, tu l'as en boîte, en machin ». Non, non, ils s'en foutent. Donc si tu veux, tout ça fait que tu as cette attraction pour des jeux qui sont complètement full des maths. Ça attire aussi forcément d'autres qui se font chier à sortir en physique. Attends, pourquoi on va s'emmerder à sortir un jeu en physique alors que d'autres à côté sortent en démat? Ils ont 8 millions de joueurs dessus. Voilà. C'est quoi la recette magique? Ils vont se dire bah, on va pas se faire chier à sortir en physique. Hein. Donc il y a tout ça qui fait que dans le temps, le physique, oui, ça va être compliqué. Mais toi, tu te considères comme propriétaire de tes jeux? Parce que quand tu écoutes ce qu'ils disent, c'est ça. Ouais, mais ils parlent des jeux actuels. C'est même compliqué de se dire, on se dit propriétaire de notre jeu, mais est-ce qu'on est propriétaire de notre console? Si demain Sony se dit, moi ta console je te la bloque parce que tu as fait je sais pas quoi sur ton PSN et ton machin, et t'envoies un truc, ta console elle est bloquée quoi. Donc le jour où ça arrivera, je pense qu'il y aura des gens qui vont se dire ma console je ne la connecte plus au net. Mais là tu as un problème parce que tu as des jeux comme Gran Turismo 7, il a besoin de cette connexion pour te dire je fais ma sauvegarde et mon machin et mon truc. Donc après ce sera des choix de joueurs, mais je pense que ça sera minoritaire. Des vieux cons comme nous. Où ils diront ok, on peut pas, et ben allez vous faire foutre. Ah voilà, au moins tu le dis. Je pense. Et c'est pour ça que des fois, je vois bien le truc sur le démat. Je vois Nicolas qui est là sur Playrit, on en parlait. Mais je lui dis, bah oui, mais même un jeu qui aujourd'hui n'est plus jouable, on peut y jouer quand même. Alors, ça devient une. Alors, tu as la scène un peu le hack sur certaines consoles, certains jeux et tout. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est un problème si on se met du point de vue de l'éditeur. Le joueur il va dire ah, je peux pas y jouer, machin, j'ai payé et tout. Oui, mais à la limite, tu sais que tu pouvais peut-être y jouer déjà sans payer avant. Alors là, c'est la côté obscur, hein, c'est le côté obscur. Mais la PS1 a aussi connu un certain succès, comme la Wii, pour cet aspect-là des jeux piratés. Et il y a des gens aujourd'hui qui s'emmerdent pas. Hein. Il y a des jeux, ils disent ah ben non, je vais le récupérer sur un site lambda. Je vais y jouer, j'ai pas besoin d'être en ligne, je veux juste faire la quête standard en offline et basta. Voilà. Donc c'est le marché, mais après c'est question de goût personnel. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est bien. Donc maintenant, bah, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour terminer l'interview? Eh ben, écoute, longue vie à Megaforce. Voilà. Et puis bah, bon courage pour la suite de l'aventure parce qu'on le sait, faire quelque chose, quoi qu'on entreprenne, c'est toujours compliqué, ça se passe jamais comme on veut. Donc bah, bon courage pour la suite et puis bah, longue vie à Megaforce, je peux que dire ça. Et vous pouvez voir aussi que Sega et PlayStation, ça peut parler, vous voyez. Évidemment, évidemment. Bah, là après, c'est du rétro, voilà, on peut que parler, c'est évident. Voilà. Merci beaucoup. Bon bah en tout cas voilà, donc cette vidéo s'achève, pardon, je bafouille. Donc on peut, donc c'est l'émotion, voilà, c'est l'émotion. Donc bah, si vous voulez donc les renseignements de ta chaîne, on les mettra dans la description. Et donc bah, on se verra très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.